Nous allons bientôt commencer, donc nous vous invitons à prendre place. Yeah. Bon. Bon, eh bien on va commencer cette université. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. On est particulièrement ravis, comme chaque année, de vous accueillir dans les locaux de Léonard Paris pour l'Université du Lab Recherche Environnement. Moi, je m'appelle Maxime Trocmé, je suis en charge de ce qu'on appelle le déploiement de la R&D chez Vinci. Si on est particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui, c'est parce que fort de ces bientôt 20 ans d'existence, le Lab Recherche Environnement, c'est devenu un programme emblématique de la recherche partenariale chez Vinci. Une manière de faire de la recherche qui complète les dispositifs déjà existants, comme les centres de recherche de Vinci Construction, à Mérignac ou au Canada par exemple. Une manière aussi d'élargir notre approche, notre vision, en la croisant à celle de nos partenaires. Alors ces partenariats, cette recherche partenariale, elle permet d'aborder en général deux exemples qu'on cite souvent de grands sujets de transformation qui sont les transitions environnementales et les transitions numériques. Et ce qui rend l'université spéciale cette année, c'est qu'on va parler des deux. Voilà. On va parler donc d'IA appliquée aux différents domaines de compétences du lab. Alors ces transitions, elles nous poussent à travailler davantage, donc je disais en partenariat, où on parle aussi de R&D en réseau, pas seulement dans la construction, chez Vinci, c'est aussi le cas chez Vinci Énergie, c'est aussi le cas dans les métiers des concessions. Et la R&D en réseau, c'est très concret, ça nous permet plein de choses, en fait, trois points principaux, dirais-je, pour l'entreprise. C'est d'anticiper les grandes évolutions, capter les tendances. On donne souvent l'exemple de ce qui s'est passé avec l'agriculture urbaine, sur laquelle on travaillait dans le cadre du Lab Recherche Environnement il y a maintenant 10-15 ans et qui maintenant en fait est une réalité. En tout cas, les techniques qui ont été développées pour l'agriculture urbaine sont une réalité dans les métiers, par exemple de Vinci Construction dans la route avec l'offre Revilo. Ces partenariats, ça permet aussi de générer de la valeur très opérationnelle sur nos projets. On donne souvent l'exemple qui nous sera d'ailleurs rappelé aujourd'hui du premier usage de l'intelligence artificielle chez Vinci, qui était d'améliorer la collecte du péage. Donc on va avoir une présentation aujourd'hui qui va nous reparler de ça. Et puis cette recherche partenariale, et je pense que le lab c'est vraiment un exemple très fort, ça permet de créer des passerelles durables avec des laboratoires, des écoles, des universités, bref, renforcer nos écosystèmes et puis attirer aussi des talents dans l'entreprise. Alors la thématique de la journée, IA vers une ingénierie augmentée des projets. Alors pour celles et ceux qui nous suivent régulièrement, vous savez que la finalité des travaux du Lab Recherche Environnement, c'est de réduire l'impact environnemental des bâtiments et des infrastructures. Et pour cela, vous le constatez peut-être au fil des événements auxquels vous assistez, les équipes de recherche de l'école des mines, de l'école des ponts, d'agro, développent chacune dans leur domaine de nouvelles approches d'ingénierie. Voilà.
et ce sera les sujets qui seront développés dans l'ordre du jour. Et comme il s'agit de mécénat scientifique, je voulais aussi apporter cet éclairage, c'est qu'aujourd'hui dans la salle, il y a des gens de Vinci, mais il y a aussi des gens de l'externe. L'idée, c'est que les travaux du lab soient accessibles à tous, donc que ce soit des chercheurs, que ce soit des donneurs d'ordre, que ce soit des maîtrises d'œuvre, par exemple. Donc aujourd'hui, on va explorer comment l'intelligence artificielle peut amplifier, accélérer ou transformer ces approches avec les centres de recherche impliqués dans le lab et avec l'éclairage opérationnel de filiales de Vinci. Donc, par exemple, avec l'école des mines, son domaine en matière d'ingénierie qui va être présenté aujourd'hui, c'est celui de l'efficacité énergétique des bâtiments, la modélisation énergétique des bâtiments, et de voir comment l'intelligence artificielle peut faire évoluer, peut transformer les approches qui sont développées par l'école des mines. Avec l'école des ponts, en fin de matinée, on réfléchira aux opportunités de l'intelligence artificielle sur les mobilités, et en particulier quelles sont les opportunités pour des mobilités décarbonées. Et puis avec AgroParisTech, donc avec l'aide de Vinci Construction et Vinci Autoroute, on se posera également la question de la place de l'intelligence artificielle dans la biodiversité. Et puis on aura aussi un exemple opérationnel de Vinci Autoroute sur l'adaptation des infrastructures aux phénomènes climatiques. Alors la thématique de la journée, bien sûr, elle résonne avec l'actualité. On parle énormément d'IA. On n'est pas sur l'actualité. On ne va pas donner la réponse aujourd'hui à la question y a-t-il une bulle ou pas. C'est pas l'objet. Mais par contre, quand on regarde ce qui s'est passé, on dit souvent ça dans l'intelligence artificielle, ces 3 derniers jours, on voit par exemple le départ de Yann Lequin, qui s'occupait de la recherche de Meta pour créer sa propre structure pour quelque part dépasser la question des LLM, donc des chats GPT, pour aller vers des modèles plus physiques. Donc ça, c'est vraiment des choses qui font écho aux travaux qu'on peut mener. Et puis alors un autre nom qu'on n'a pas trop l'habitude de citer dans les conférences du lab, Jeff Bezos, le patron ou l'ancien patron d'Amazon, qui lance également une entité qui s'appelle Prometheus pour développer une IA qui est dédiée à l'industrie et à l'ingénierie. Donc on voit que la thématique de notre université, elle est encore plus d'actualité. Alors aujourd'hui, pour compléter ce programme, on va faire également un pas de côté, c'est souvent le cas dans nos événements, en mettant la lumière sur d'autres points de l'écosystème Vinci, avec notamment une intervention de Bruno Donnet, de Léonard, qui va nous présenter le parcours IA. Et puis, on a aussi l'honneur d'accueillir Arnaque Dalalian, qui est le directeur du CREST et un acteur clé du cluster iParis, donc qui est un autre partenariat qu'a Vinci sur le domaine de l'intelligence artificielle. Et donc, on aura la présentation de à la fois ce parcours et ce partenariat qui viendront enrichir également les échanges. Et puis enfin, c'est une première et on est particulièrement ravis de pouvoir compter sur sa présence. Pierre Enjolras, le directeur général de Vinci, viendra conclure cette matinée. Donc on vous souhaite à toutes et à tous une excellente demi-journée d'échange et de réflexion. Le format, à chaque fois, dans ces événements, alors il y en a qui connaissent bien, mais d'autres qui connaissent peut-être un peu moins, c'est très participatif. On a des temps de présentation, on a aussi des temps d'échange, donc n'hésitez pas à poser des questions. Je le dis d'ores et déjà parce que la première question, c'est toujours la plus compliquée à poser, donc préparez déjà vos questions, même s'il n'y a pas encore eu les interventions. Alors on va passer à la première partie de cette matinée, et donc on va parler d'IA pour l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc je vais tout de suite appeler sur la scène les 2 représentants opérationnels de Vinci, donc Mustapha Bismi, qui est chef d'entreprise de TwinOps, donc une entreprise de Vinci Énergie qui est dédiée à la maquette numérique, mais pour piloter les bâtiments. Donc Mustapha, bienvenue sur scène. Aurélie Fouché, qui est responsable du service études de prix chez Kiwi. Donc Mustapha et Aurélie vont nous poser la problématique. Et puis je vais appeler aussi tout de suite Patrick Chalbar et Charlotte Roux de l'École des Mines de Paris. Donc Patrick est chercheur à l'École des Mines de Paris, a beaucoup travaillé sur l'intelligence artificielle et encore plus sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Et puis Charlotte est chercheuse à l'École des Mines de Paris et c'est la coordinatrice du Lab Recherche Environnement. On va peut-être commencer donc avec une présentation de Mustapha. Je crois qu'il faut que je te donne la zapette et peut-être un micro également, le micro bleu. Bonjour à tous. Ça, c'était Maxime.
Voilà, je suis le chef d'entreprise de Toonops. Toonops, qu'est-ce que c'est? C'est une filiale de Vinci Facilities, pôle IDF tertiaire, dans la direction Smart Building. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Je remercie Maxime pour cette invitation et je vais pouvoir revenir sur les collaborations que l'on mène avec le Lab. Mais avant, je voulais vous expliquer ce que nous on fait pour vous poser le contexte. Donc, mon entreprise fabrique ce que l'on nomme des jumeaux numériques. Donc, l'idée d'un jumeau numérique, elle est très simple. Fondamentalement, je ne vais pas me lancer dans un inventaire des fonctionnalités de nos plateformes, mais l'idée, c'est je vais créer un doublon digital de la réalité. Ce doublon digital, il va apporter de la flexibilité, il va nous donner les moyens de travailler sur la réalité et notamment de pouvoir collaborer avec des machines. Peut-être aujourd'hui on parlera d'intelligence artificielle, mais déjà rien que de pouvoir utiliser des algorithmes pour comprendre le comportement de mon actif, la capacité à l'optimiser et à l'exploiter efficacement. Cette idée du double numérique, cette espèce de miroir, de représentation du réel, aujourd'hui, elle est fondamentale et je pense qu'elle sera fondamentale encore plus demain quand il faudra enseigner à ces fameuses intelligences dont on va parler aujourd'hui quelle est notre réalité, hein, dans quel espace on opère, quels sont ses besoins, comment il fonctionne. Aujourd'hui, nous sommes dans un magnifique écrin à Léonard. On peut comprendre dans l'espace dans lequel nous sommes, dans cet amphithéâtre, que les besoins thermiques, les besoins de confort, les besoins d'accueil ne sont pas forcément les mêmes que ceux d'un campus universitaire, d'un site industriel. Tout cela, nous sommes en capacité aujourd'hui de le modéliser et mon entreprise a pour fonction de construire le jumeau numérique du bâtiment. Alors, ces jumeaux numériques, vous vous doutez bien qu'il y en a diverses formes qui s'adaptent à ce que nos clients ont besoin. C'est presque un lieu commun, mais il n'y a évidemment pas deux bâtiments qui fonctionnent de la même manière, tout simplement parce que ces bâtiments n'ont pas les mêmes fonctions. On pourrait penser qu'un bureau est un bureau, qu'un siège social est un siège social, mais par expérience, à chaque fois que nous déployons un jumeau numérique, on constate que les besoins sont différents. Ces besoins sont de diverses natures. Peut-être que sur certains sites, ce qui va être important, c'est la qualité de l'expérience, le confort, la température, le bon fonctionnement de tous les équipements qui sont dans ce site. Sur d'autres sites, l'accent va être mis sur la performance carbone. Est-ce que mon site me permet d'optimiser mon empreinte? Comment je le sais si je ne modélise pas ce qu'il y a dans mon actif et comment cet actif fonctionne? Donc le jumeau numérique est un des outils pour cela. Et puis un des enjeux qui va nous occuper ce matin, c'est évidemment la performance énergétique, puisqu'elle est au cœur aujourd'hui des préoccupations des propriétaires. Cette idée, est-ce que j'ai un bâtiment qui non seulement est performant en termes d'énergie, ne consomme pas plus dont il a besoin, mais peut-être dans un monde idéal qui va être à énergie positive, c'est-à-dire qu'il va peut-être même produire de l'énergie plutôt qu'en consommer. Pour ce faire, je vais vous donner un autre exemple. On collabore avec évidemment nos confrères. Maxime le disait, Vinci est une myriade d'entreprises. Donc on a différentes entreprises avec différentes expertises. Ce que je vous montre à l'écran, c'est un jumeau numérique allégé à destination des énergéticiens. Donc l'énergéticien, là en l'occurrence ceux qui travaillent pour une filiale qui s'appelle Green Affaires, qui est dans la même direction que la mienne, son rôle à lui, c'est de comprendre l'actif, le bâtiment, son fonctionnement technique, mais également son usage, ses occupants, quels vont être les critères d'optimisation de cette performance énergétique, c'est-à-dire s'assurer qu'on ne consomme pas plus que ce dont on a besoin, mais aussi de pouvoir proposer aux clients des options d'optimisation, des travaux à réaliser, on en parlera tout à l'heure avec toi, sur comment on améliore finalement cette performance énergétique si elle n'est pas au rendez-vous. Le jumeau numérique, c'est un des outils qui permet à l'énergéticien de travailler, parce qu'il a une représentation, quelque part, de l'actif, du bâtiment digital, avec lequel il peut opérer un certain nombre de simulations, un certain nombre d'études, exécuter des algorithmes parfois très simples, ça peut être une régression linéaire, simple outil statistique. Demain, on espère, avec les travaux, installer une intelligence artificielle qui va aller optimiser cette consommation. L'énergéticien est au cœur, finalement, de ce processus. Alors, ce matin, on va parler d'IA. Chez nous, l'IA, elle prend deux formes principales. Vous l'aurez compris, ou en tout cas, vous l'aurez peut-être perçu, construire un jumeau numérique, c'est compliqué. On agrège
des données de différentes natures. Et pour cela, on a besoin de construire, peut-être qu'un terme scientifique serait une ontologie finalement du bâtiment. Et pour ce faire, évidemment, nous travaillons avec le monde de la recherche. On a également intégré chez nous une thèse CIFRE qui travaille au plus près de nos besoins. C'est également une des modalités que nous apprécions, c'est-à-dire que notre capacité à travailler avec le monde de la recherche qui est en mesure d'investir le temps long, qui est nécessaire pour comprendre ces enjeux-là, alors que le monde de l'entreprise, si je le simplifie à outrance, l'univers de l'entreprise, elle a un nom, ça s'appelle l'affaire, et l'affaire, c'est 6 mois, 9 mois, 1 an et demi. Ce temps est nécessaire pour maîtriser ces outils-là. Et nous, l'IA, elle intervient dans tous les outils que l'on met en œuvre pour pouvoir construire ce fameux jumeau numérique et construire cette ontologie. Une fois que nous avons construit cette ontologie, aujourd'hui, chez TwinOps, nous investissons beaucoup dans les agents. Alors, vous êtes tous familiers probablement aujourd'hui des LLM, de la capacité à aller dans une interface et interagir de façon en langage naturel avec une machine, donne-moi telle réponse, génère-moi tel rapport, etc., etc. Mais nous avons la conviction que nous devons aller un cran plus loin et ce que nous voulons faire, c'est utiliser des agents. Donc TwinOps est doté de ce qu'on appelle un serveur MCP pour ceux qui connaissent, qui nous permet de construire des agents qui vont aller prendre des décisions et intervenir sur le jumeau numérique. Donc ces décisions, elles peuvent être très simples, c'est-à-dire ils monitorent le jumeau numérique et en fonction d'un certain nombre de critères, ils décident d'ouvrir un ticket de maintenance, par exemple, ça peut être aussi simple que cela. Mais demain, on ambitionne d'avoir des agents qui vont aller configurer une CTA au plus fin par rapport aux données météo qui auront été renvoyées par Météo France et aux données de l'occupation, puisque forcément le bâtiment est un outil de production, il doit s'adapter à l'usage que l'on en fait. Encore une fois, si on prend l'exemple de cet amphithéâtre, on ne chauffe pas cet amphithéâtre de la même manière quand on sait qu'on va avoir une matinée d'université ou quand on sait qu'il va être en vide parce qu'il n'y a pas d'occupation. L'agent, pour nous, c'est vraiment l'outil qui demain va révolutionner, je pense, l'usage du jumeau numérique. Et elle va quelque part le justifier, c'est-à-dire qu'elle va vraiment être utile. Maintenant, chez nous, dans mon entreprise, on préfère parler d'artifice intelligent plutôt que d'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que quelque part, ça nous permet de remettre l'église au milieu du village, c'est-à-dire de se dire, finalement, on construit des outils, des algorithmes, des agents, mais elles ne vont pas nous remplacer. L'énergéticien va continuer d'avoir son rôle dans le bâtiment, le mainteneur va continuer d'avoir son rôle dans le bâtiment, l'humain ne va pas disparaître, de la même manière que le bâtiment ne va pas se dissoudre dans un univers digital, numérique, ce n'est pas vrai. Par contre, nous allons éventuellement être en capacité de proposer des prestations d'une haute qualité à la condition, et c'est le dernier point que je voulais pointer ce matin, à la condition que nous sommes capables de le faire en tenant compte d'une certaine sobriété. L'un des enjeux auxquels nous faisons face, quand on dit à nos clients « mettez en place un jumeau numérique, vous allez optimiser la performance carbone », on me répond « ok, si je fais des IA, ils vont aller consommer de l'énergie dans des data centers qui sont de plus en plus nombreux et qui vont aller alourdir en fait ma performance carbone. Et puis si j'instrumente mon bâtiment de trop, comment je vais faire pour m'assurer que ce bâtiment fonctionne bien. Ces enjeux-là sont aujourd'hui cruciaux et le monde de la recherche pour nous est fondamental parce que cette culture, le monde de la recherche là, voilà, je m'arrêterai ici, je vais laisser la place à Aurélie. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Alors moi je m'appelle Aurélie Fouché, je suis responsable du service études de prix dans l'entreprise Kivy Habitat, donc qui fait partie de Vinci Énergie et du pôle Vinci Facilities Nord-Ouest Île-de-France. Donc nous, notre entreprise, elle répond sur des projets de réhabilitation, principalement des projets de rénovation énergétique. Donc nous, on va répondre... pardon, je passe les slides. Excusez-moi. Donc nous, on va avoir plusieurs domaines d'expertise. On va répondre autant sur de la rénovation patrimoniale, sur de la rénovation énergétique et sur de la rénovation en site occupé. Principalement, nous, on va intervenir en logements sociaux et donc nos principaux donneurs d'ordre seront des bailleurs sociaux. Donc je vais citer quelques références projets sur lesquels on répond pour illustrer un petit peu notre secteur d'activité. Donc nous, aujourd'hui, par exemple, on peut répondre sur des projets que ce soit en macro-lots séparés ou sur des projets en tout corps d'État, donc en entreprise générale. Et donc nos interventions, elles vont concerner
que des projets de réhabilitation, on ne va pas du tout faire de neuf, et on peut intervenir sur toute l'enveloppe du bâtiment et sur les corps d'état techniques et architecturaux des bâtiments. Donc, par exemple, je cite un projet avec Immobilière 3F, qui est un de nos donneurs d'ordre principaux, où on vient intervenir sur, par exemple, 32 bâtiments à Saint-Germain-en-Laye. Et donc, on a réalisé toute l'isolation thermique par l'extérieur de ces bâtiments, donc avec des complexes isolants, finition enduit ou bardage. Donc ça va être des gros projets, hein. Par exemple, ce projet-là pesait à peu près 8 millions en termes de montant de marché de travaux pour Kivy Habitat. Et puis, on peut aussi répondre sur des projets de marché de globaux de performance. C'est peut-être ça qui va nous intéresser un petit peu plus dans le cadre de l'intelligence artificielle qu'on va aborder aujourd'hui. Et donc, on peut répondre, par exemple, pour la ville de Rueil-Malmaison, où on va intervenir sur l'enveloppe des bâtiments de plusieurs écoles de la ville de Rueil. Donc voilà un petit peu pour présenter le contexte et notre secteur d'activité. Donc nous, aujourd'hui, on est dans un contexte de transition énergétique et environnementale. Et nous, en tant qu'entreprise, on veut montrer notre engagement et on veut accompagner nos donneurs d'ordre, donc qui peuvent être des maîtrises d'ouvrage, qui, eux, doivent répondre à de nouvelles contraintes, de nouvelles réglementations énergétiques notamment. Et eux, ils doivent rénover tout leur parc immobilier de logements. Donc nous, on doit les accompagner pour répondre aux enjeux de la réhabilitation et donc à cette hausse de travaux de réhabilitation qui en est la conséquence. Donc aujourd'hui, en fait, on se pose une question par la suite pour intégrer l'intelligence artificielle à notre domaine d'activité. C'est en tant qu'entreprise, nous, on doit accompagner nos clients et leurs besoins tout en maîtrisant, nous, nos enjeux opérationnels, donc qui vont être des enjeux techniques et budgétaires. Donc comment la science et comment plus principalement l'intelligence artificielle pourrait favoriser la conception des projets de rénovation énergétique et l'exploitation des bâtiments. Donc voilà, donc aujourd'hui, le but de ce groupe de recherche par le Lab Recherche Environnement, c'est de trouver une application de l'intelligence artificielle à l'étude de nos projets de rénovation. Donc l'objectif, c'est de développer un outil et ce serait de proposer des mesures de rénovation qui vont être en accord avec les exigences techniques, les exigences budgétaires de nos donneurs d'ordre et de pouvoir, sur une base de données assez limitée en phase concours, rédiger une réponse en un temps réduit d'études. Donc ça, c'est un petit peu l'enjeu dont on parle aujourd'hui. Donc pour rentrer un petit peu plus dans le détail, mais après je laisserai mes collaborateurs rentrer plus dans le détail du sujet, le but c'est de prendre un échantillon de bâtiment, de le modéliser afin de constituer une base de données pour développer un métamodèle. Donc un bâtiment existant, le but c'est de le modéliser avec des paramètres et de choisir des paramètres aussi simples que possible. Donc on va prendre par exemple une forme géométrique qui va se rapprocher de la forme de notre bâtiment, la hauteur du bâtiment, le nombre de niveaux, la surface de vitrage par façade de bâtiment. Et voilà, le but c'est de rentrer des paramètres très simples plutôt que de saisir l'intégralité de plan comme si on faisait une simulation thermique qu'on peut être amené à faire et qui est long à mettre en place. Donc au fur et à mesure des recherches, en fait, les travaux avancent et on intègre de plus en plus de variables. Donc par exemple qui vont être des données météo en fonction de la localisation des projets ou qui vont concerner par exemple la mitoyenneté des façades et qui vont faire varier les résultats qu'on va pouvoir avoir. Donc à la suite de tout ça, il y aura une liste de mesures de rénovation qui sera établie. Donc là, on va parler de mesures de rénovation qui vont être par exemple l'enveloppe du bâtiment avec l'isolation thermique des bâtiments par l'extérieur. Donc que ce soit en façade, on va isoler les toitures terrasses. On pourra changer les systèmes de chauffage, remplacer les systèmes de ventilation. Et donc ce métamodèle, en fait, il pourra permettre de prendre en compte les caractéristiques du bâtiment existant. On va pouvoir les faire varier.
pour évaluer les performances des mesures de rénovation qui sont proposées et finalement établir une optimisation multi-critères sur les solutions proposées. Donc au niveau des perspectives sur le sujet, hein, c'est encore, on est encore en train de travailler sur la recherche. Donc c'est de poursuivre cette collaboration fructueuse avec le Lab Recherche Environnement et puis de continuer d'ajouter des paramètres, des variables au modèle pour pouvoir affiner toujours plus nos résultats et cibler les enjeux auxquels nous devons répondre aujourd'hui. Donc pour un petit peu conclure rapidement sur le sujet, je vois que ça clignote rouge à droite, on peut allier les critères de performance, de budget et on peut également allier des critères de cycle de vie des matériaux pour trouver en fait les meilleurs compromis et établir des mesures de rénovation. Donc en fait le but de tout ça finalement c'est de gagner du temps d'étude pour réaliser les travaux en phase conception. Donc là, il y a un vrai enjeu, c'est de gagner du temps sur nos projets en phase conception, en phase concours, pour accompagner nos donneurs d'ordre et répondre à leurs besoins. Essayer de trouver les meilleurs compromis sans pour autant perdre en qualité sur l'offre qu'on pourra proposer. Donc voilà, je laisse... Merci à tous les deux. Je pense qu'on peut applaudir Mustapha et Aurélie. Avant de passer la parole à Patrick et Charlotte, moi je voulais juste réindiquer deux choses. Ça va être, je pense, dit par Patrick, mais les travaux de recherche qui sont menés par l'École des Mines, en fait, ils aboutissent à des logiciels de modélisation énergétique des bâtiments qui sont largement diffusés dans la profession. Donc il y a maintenant, je crois qu'on parle de 5000 utilisateurs du logiciel Pléiade. Donc les travaux qui sont présentés, ils s'intègrent en fait dans cette dynamique et dans cette réflexion-là. Les travaux qui sont présentés, ils sont issus du programme. À la base, ils sont issus du programme Recherche et Solutions. Donc ce sont des sujets qui ont été identifiés donc par TwinOps et par Kivy. Donc c'est les problématiques qui ont été affichées par Mustapha et Aurélie. Et puis par contre, les tout premiers travaux qu'on avait menés dans le Lab Recherche Environnement sur l'intelligence artificielle, ils avaient été menés dans le cadre d'appels à manifestation d'intérêt. C'était en 2019. Et donc c'était s'ouvrir à d'autres partenaires. Et Charlotte va nous présenter l'appel à manifestation d'intérêt sur l'intelligence artificielle de 2025, donc la version d'aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Merci Maxime. Donc je me présente, Patrick Chalbard, je suis responsable de l'équipe éco-conception et thermique des bâtiments dans le Centre pour l'énergie, l'environnement et les procédés à l'École des Mines de Paris. Et donc effectivement, ça fait quelques années qu'on a commencé à travailler sur l'intelligence artificielle. Alors il faut savoir qu'à la base, nous sommes des spécialistes de la modélisation énergétique et environnementale des bâtiments. Donc on sait faire des modèles détaillés qui sont très précis. Et donc on est venu nous challenger sur ce sujet, comment on peut, on va dire, travailler un petit peu différemment. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Alors d'après Wikipédia, l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des programmes ou algorithmes qui permettent aux machines d'effectuer des tâches typiquement associées à l'intelligence humaine. Cela recouvre de nombreux domaines d'application, mais dans nos travaux, nous nous focalisons essentiellement sur le domaine de l'apprentissage automatique, autrement connu en anglais sous le nom de machine learning. Donc cet apprentissage automatique permet, à travers de données, d'effectuer un apprentissage pour générer un modèle qu'on va appeler métamodèle, qui va remplacer les modèles physiques détaillés dont on a l'habitude pour faire des prédictions. Et les prédictions donc, sont typiquement des prédictions de puissance de chauffage, de puissance de climatisation ou d'évolution des températures. Alors pourquoi utiliser l'intelligence artificielle? Comme ça l'a déjà été un peu dit, c'est pour remplacer les modèles complexes et donc éviter la saisie fastidieuse, la collecte des données aussi qui peut être fastidieuse pour aller dessiner dans tous les détails le bâtiment. Et donc, on va devoir générer des bases de données. Ces bases de données peuvent être issues de mesures ou, pour l'instant, tant qu'on est dans cette phase de recherche,
on va plutôt générer des données à partir d'outils de simulation détaillés. Et ensuite, donc, on va entraîner un modèle et tester et valider le modèle. Donc, on parle de modèle, métamodèle, mais quel modèle? Alors, il a été mentionné un peu plus tôt les régressions linéaires. Donc, c'est, on va dire, ce qu'on a en tête, hein, de façon très naturelle. On peut dire la puissance de chauffage, ça varie linéairement avec la température extérieure. Bon, quand on fait ce type d'approche, on obtient la figure sur la gauche et on voit que c'est un modèle qui n'est pas toujours très fiable. Donc, en fait, on va rechercher d'autres modèles. On a regardé dans la littérature et on a pu identifier un grand nombre de modèles qui sont classifiés sur la figure de droite en fonction des différentes fonctionnalités et qui vont s'appliquer dans différents cas de figure. Alors, je vais illustrer justement 2 exemples d'applications. Un premier exemple sur la rénovation des bâtiments et un deuxième exemple sur la gestion optimale des bâtiments. Donc, dans ce premier exemple, comme vous voyez sur le schéma, l'objectif c'est de faire la rénovation des bâtiments et on va donc générer la base de données avec Pléiade-Comfy pour entraîner le modèle de machine learning et procéder ensuite à une étape d'optimisation des mesures de rénovation. Donc, la méthodologie de recherche donc, pour établir l'outil se divise en 3 étapes. La première étape qui consiste à générer la base de données avec l'outil Pléiade, donc qui a été créé dans notre équipe de recherche, et en particulier avec le plugin Amapola, qui a été créé par une start-up issue également de l'école des mines. La deuxième étape consiste à faire l'entraînement, et donc il va falloir choisir le modèle le plus approprié en utilisant par exemple des critères de performance statistique, tels que l'erreur moyenne. Et finalement, donc, on va passer par l'étape d'optimisation des mesures de rénovation en ayant défini les critères d'optimisation, tels que le coût, la consommation d'énergie ou d'autres critères environnementaux. Donc, pour les 3 étapes que je vais détailler maintenant, donc la première étape pour générer la base de données, donc effectivement, on a lancé quelques centaines de milliers de simulations. Et on a choisi d'avoir une approche simplifiée, c'est-à-dire qu'on veut un métamodèle qui soit le plus générique possible et donc qui puisse traiter le plus grand nombre de cas possible. Et donc on a remplacé les bâtiments réels qui peuvent avoir différentes formes par un bâtiment cuboïde que vous voyez sur la figure de droite, équivalent, où donc on va définir simplement longueur, largeur, hauteur, ratio de surface vitrée et ensuite des paramètres d'enveloppe. Et donc sur les quelques 300 000 simulations que nous avons lancées, on va venir choisir des valeurs, des paramètres, donc les épaisseurs d'isolant, comme j'ai dit, les paramètres géométriques. Et donc à chaque simulation, obtenir des résultats différents. Et ainsi avoir une distribution des besoins de chauffage annuels qui vont de 0 à 400 kWh par mètre carré. Cette base de données ensuite, donc, elle va être utilisée pour entraîner des modèles. Donc on a sélectionné quelques modèles de la littérature pour faire les entraînements. Ici, on représente sur ces figures les prédictions des métamodèles par rapport aux valeurs de référence qui nous sont générées par notre modèle physique détaillé. Et on voit que sur cet ensemble de modèles possibles, les forêts aléatoires et les réseaux de neurones sont les modèles qui se comportent le mieux. Et donc en particulier, sur les réseaux de neurones, on voit une très bonne adéquation entre les prédictions du métamodèle et les valeurs de référence. On obtient une erreur moyenne de 3 kWh par mètre carré et par an, et surtout donc un temps de simulation qui est divisé de manière spectaculaire d'un facteur 10 000. Donc on peut faire 10 000 simulations en 1 seconde, alors que dans l'outil Pléiade, c'est une simulation en 1 seconde. Donc après avoir entraîné
les métamodèles, on passe à la troisième étape, donc, qui constitue l'optimisation des mesures de rénovation. Et donc, pour faire l'optimisation de ces mesures de rénovation, on doit utiliser un algorithme d'optimisation. Donc, on a regardé encore une fois dans la littérature. Et pour ce genre de problème multicritères, il s'avère que les algorithmes génétiques sont la famille d'algorithmes qui sont le plus appropriés. Et donc, comment ça marche? Ce sont des algorithmes qui s'inspirent de la théorie de l'évolution pour effectuer l'optimisation. Donc, un bâtiment est modélisé par un chromosome avec plusieurs gènes. Chaque gène vient coder les caractéristiques du bâtiment. Donc, on aura un gène pour la longueur de la façade, un gène pour la largeur de la façade, un gène pour l'épaisseur de l'isolant en façade, un autre pour le type d'isolant, pour le type de fenêtre, etc., etc. Ensuite, on va passer par une boucle générationnelle. Donc, c'est le schéma sur la droite. On commence par initialiser une population typiquement entre 100 et 200 individus. Donc, quand je parle d'individus, ce sont des variantes de conception, de rénovation des bâtiments. Donc, on initialise une population et ensuite, on va effectuer donc, la sélection des parents. Donc, on va choisir parmi cet ensemble d'individus quels sont les individus qui sont les plus en forme, en anglais c'est la fitness, donc les plus adaptés, on va dire, selon donc, nos critères d'optimisation. Ils vont, par opération donc, de croisement et de mutation, générer des enfants. Et donc à la fin de la boucle générationnelle, seuls les individus les plus adaptés vont survivre et les autres vont être laissés de côté. Donc cette boucle générationnelle est répétée un certain nombre de fois et comme ça on arrive au fur et à mesure à la convergence. Je ne vais pas redétailler tous les détails ici, ça a déjà été présenté dans des universités précédentes. Et donc l'espace de recherche, comme l'avait rappelé Aurélie, ça va concerner aussi bien donc, les isolants, les types de fenêtres que les systèmes CVC de chauffage, ventilation et climatisation. Je vais laisser la parole à Ayoub. Et en attendant qu'il approche, donc juste pour vous dire, vas-y tu peux approcher, juste voilà, pour vous dire un type de résultat qu'on obtient. Donc là on a un front de Pareto donc, qui représente les compromis ici entre le coût de rénovation en ordonnée et les besoins de chauffage en abscisse. Et donc on peut venir sélectionner l'offre la plus optimale pour un budget donné. Et ici on visait par exemple une classe A, une classe énergétique A. Voilà. Et donc je vais laisser la parole à Ayoub, qui est doctorant dans notre équipe. Merci Patrick. Alors je m'appelle Ayoub Hennad, je suis doctorant en fin de première année de ma thèse. Je travaille sur le sujet IA rénovation. Donc mon projet vise à rendre le processus d'optimisation de rénovation énergétique plus rapide, moins coûteux en termes de collecte de données et aussi en gardant la fiabilité des prédictions. Alors aujourd'hui, on a ce modèle qui arrive bien à prédire les besoins de chauffage. On a bien traité tout ce qui est géométrie du bâtiment pour adapter le modèle à n'importe quel type de bâtiment. On a traité aussi tout ce qui est matériaux et systèmes. Et bien sûr, il reste encore quelques limites que j'essaie de traiter dans ma thèse. Donc je cite parmi ces limites la mitoyenneté de bâtiment. Donc on le traite d'une manière un peu indirecte lorsqu'on calcule les facteurs de forme du bâtiment, mais il faut bien sûr le détailler en plus, surtout par rapport aux orientations du bâtiment, etc., pour que notre modèle ne surestime pas les besoins de chauffage. On a encore une limite sur les masques solaires, donc là on considère qu'on n'a pas des bâtiments voisins, donc on n'a pas des masques solaires, et donc on estime qu'on a le maximum possible des apports solaires. Et bien sûr, notre modèle va cette fois-ci sous-estimer les besoins de chauffage. Donc, dans ma thèse, j'essaie de développer encore plus ce modèle, d'essayer aussi d'optimiser les réseaux de neurones, donc tout ce qui est hyperparamétrage, etc., pour avoir des prédictions plus précises. Et bien sûr, en travaillant avec les différentes équipes de Vinci, comme Kivi, qui nous aident beaucoup de développer notre modèle, et ils nous donnent des cas d'études pour tester nos modèles et de voir les choses
non pas juste de point de vue d'un chercheur, mais aussi de point de vue d'utilisateur de ces outils, point de vue ingénieur aussi. Et comme ça, on peut voilà, améliorer encore plus notre modèle. Donc voilà, merci beaucoup à Vinci pour cette collaboration et pour ces journées d'échange aussi qui nous permettent de voir votre feedback et présenter nos travaux. Donc, merci. Et donc après avoir construit ou rénové des bâtiments, il s'agit aussi donc de les utiliser de manière optimale. Et donc ça constitue le deuxième exemple d'application de l'intelligence artificielle. Alors pour rappel, nos travaux sur la gestion optimale des bâtiments ont démarré il y a plus d'une douzaine d'années. À commencer par des bâtiments monozones, ensuite on est passé à des bâtiments multizones, à l'échelle de l'îlot en intégrant les panneaux photovoltaïques. Et donc finalement, le challenge qui nous est proposé aujourd'hui, c'est aussi d'intégrer les variabilités météo et d'occupation dans ce contexte. Alors tout d'abord, on va faire un petit peu de science. Il faut poser le problème d'optimisation. Donc pour un problème d'optimisation, il faut d'abord définir l'objectif. Notre objectif ici, ça va être soit de réduire la facture énergétique ou de réduire les impacts environnementaux. Donc on définit une fonction de coût. Ensuite, il faut définir des contraintes. Donc les contraintes, ça va être typiquement les puissances de chauffage disponibles, les puissances de climatisation disponibles, mais aussi des contraintes de confort pour les occupants. On définit la variable de commande, donc là, dans cet exemple, la puissance du chauffage électrique. Et on vient prendre en compte toutes les conditions aux limites. Donc, comme j'ai dit, on va définir des scénarios d'occupation et météo. Il faut ensuite mettre ce problème en équation. Donc, c'est ce que vous avez en bas, sous forme de représentation d'état, pour ceux qui ont étudié ça. Et ensuite, il faut venir résoudre tout ça. Alors pour résoudre ça, il existe des méthodes de référence, telles qui ont été utilisées notamment dans la thèse de Malissani ou de Robillard. Mais dans une thèse récente avec Fatima Benali, thèse de la séquence précédente du lab, on est venu proposer, on va dire, une méthode innovante de gestion optimale qui combine les deux principes de référence qui sont les principes de Pontriagin et de Bellman. On représente ici les résultats d'une optimisation dans le cas d'un effacement des consommations de chauffage pendant les pointes électriques en hiver. Donc vous avez sur ce graphique la puissance de chauffage en fonction du temps. Et on voit apparaître, pendant les heures creuses, on va venir stocker l'énergie dans le bâtiment. Et pendant les heures de pointe, on va venir s'effacer. Donc cette méthode optimale a permis d'une part de réduire les temps de calcul d'un facteur 60 par rapport à la méthode de référence, mais aussi permet de simplifier, on va dire, les paramètres à renseigner. Donc ça, c'était un petit rappel historique. Et donc maintenant, on s'intéresse à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça peut venir apporter dans tout ça ? Dans les équations que je vous ai montrées tout à l'heure, ça reste des équations physiques détaillées, mais quand on aborde un nouveau projet, on n'a pas forcément l'ensemble, on ne connaît pas forcément l'ensemble de ces paramètres de façon détaillée, et donc se pose la question, est-ce que je ne peux pas remplacer ce modèle physique détaillé par un modèle simplifié issu de l'apprentissage ? Et en prenant en compte justement donc les variabilités liées à l'occupation et la météo. Alors, j'arrête pas de vous parler des variabilités liées à l'occupation et la météo. Pourquoi ? Parce que dans les travaux précédents, on a supposé parfaitement connu les prévisions météo et les prévisions d'occupation. Donc, comme j'ai montré dans la diapo précédente, on fait une optimisation sur un certain horizon de plusieurs jours. On peut aller jusqu'à une semaine, mais on suppose parfaitement connu la météo et l'occupation. Alors déjà, pour la météo, on a une incertitude qui grandit avec le temps. Ça peut, on va dire, encore être acceptable pour les températures sur une semaine. Mais pour l'occupation, on a une incertitude très forte, même sur ce qui va se passer dans la prochaine heure. Et donc la question, c'est est-ce qu'on peut concevoir un algorithme d'optimisation qui soit robuste par rapport à ces variabilités ?
Alors pour ce faire, donc on intègre des scénarios de prédiction. Donc sur la gauche, on a des prédictions météorologiques qui sont aussi issues de travaux de thèse précédents dans la chaire de Simon Ligier, qui permettent de générer des milliers de scénarios de fichiers météo, donc des milliers d'années météo représentatives d'un climat par analyse statistique en série de Fourier. Et donc on peut venir ainsi propager cette variabilité météorologique dans la simulation. Et de la même façon pour l'occupation, on utilise les travaux de thèse d'Éric Vorgé qui permettent de simuler, c'est la figure de droite, à chaque instant, on a une probabilité de présence dans les logements ou dans les bâtiments en général, ça peut être des logements ou des bureaux. Et donc ici, c'est sur l'application logement, on a également une probabilité d'activité. Donc typiquement, vous voyez sur la gauche, vers minuit, la plus grande couleur, c'est dormir. Oui, donc la nuit dans les bâtiments, en général, on dort, mais on peut avoir d'autres activités. Et à chacune de ces activités, on va venir associer également de manière statistique l'utilisation d'appareils électriques. Donc avec tout ça, on peut, encore une fois, faire de la propagation d'incertitudes et non pas avoir une optimisation déterministe, mais on change de paradigme, on rentre dans un paradigme stochastique, c'est-à-dire qu'on va faire de l'optimisation probabiliste. L'entraînement, je ne rappelle pas tous les processus, ça suit une méthodologie similaire à l'exemple d'application précédent, et on a pu mettre en évidence également que les forêts aléatoires et les réseaux de neurones se comportent très bien, et cette figure ici illustre la très bonne adéquation entre les prédictions du modèle et les données de référence, sachant qu'ici, c'est un problème très difficile puisqu'il faut à chaque pas de temps prédire les puissances de chauffage, ce qui est beaucoup plus difficile que de dire, bon, de manière annuelle, globale, on va faire une prédiction. Et donc, je vais maintenant laisser la parole à Riyad. Merci Patrick. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Riyad Ghouti, doctorant en mines de Paris depuis décembre dernier. Je travaille sur l'apport de l'intelligence artificielle pour l'optimisation robuste de la gestion énergétique des bâtiments. Alors pour compléter ce que Patrick vient de dire, je vais rentrer un peu plus en détail de ce que j'ai fait en cette première année et ce qu'on prévoit pour la suite. Cette première année a été consacrée à une étape très cruciale, celle de la construction et la structuration des bases de données nécessaires à l'entraînement des modèles IA. Alors, pour qu'une IA soit utile dans une commande prédictive, il ne suffit pas d'avoir beaucoup de paramètres d'entrée, mais il faut surtout avoir les bons paramètres, okay, afin que les paramètres représentent le comportement thermique des bâtiments. J'ai donc travaillé sur l'identification de ces paramètres, les features pertinents ou les caractéristiques pertinentes, telles que historique de température, de puissance, apport interne, externe, etc., mais aussi sur la façon dont ces variables sont structurées au sein de la base de données, afin que le modèle comprenne les trois phases de chauffage. Là, on parle de stockage, effacement et maintien de besoin de chauffage. Car une mauvaise structuration de données va non seulement engendrer des erreurs de calcul, mais va exploser aussi le temps de calcul. Alors, aujourd'hui, on a un modèle qui est très performant pour prédire la puissance de chauffage. La prochaine étape, ça serait d'entraîner un second modèle pour prédire l'évolution intérieure, l'évolution de la température intérieure, pardon. Avec ces deux modèles-là, celui de la température et de la puissance, on va pouvoir enfin remplacer les modèles physiques. Et je mets entre guillemets remplacer, parce que voilà, les modèles physiques participent à leur destruction en structurant les bases de données. Réduisant ainsi, du coup, en remplaçant par les modèles IA, les temps de calcul. Le second axe dont on va travailler, ça serait d'intégrer les incertitudes. Là, on parle en particulier de variabilité météo et probabilité vous le comprenez, probabilité d'occupation. Alors, l'idée est de générer plusieurs scénarios, mais aussi la façon dont on va gérer ces scénarios. Soit on prend une centaine, soit on prend le meilleur worst case scénario ou le médian. Tout ça afin qu'on puisse construire une commande prédictive robuste, même si les conditions réelles s'écartent que celles anticipées. Et pour conclure, on va justement, parce que le travail s'inscrit au sein de la chaire, l'IA
dans le bâtiment, c'est un sujet qui avance très rapidement. Donc, il y a un vrai intérêt de croiser nos expertises, que ce soit en thermique, énergétique des bâtiments, optimisation ou de côté de Vinci, on va dire codage ou informatique ou aussi expertise sur le terrain. Donc, travailler ensemble va nous permettre d'orienter nos travaux vers des solutions exploitables, mais aussi accélérer la transition vers des solutions ou des démonstrateurs réels. Merci pour votre attention. Et donc, je vais clore cette session en vous faisant un petit teasing sur les appels à manifestation d'intérêt dans le cadre du Lab Recherche Environnement. Alors, pour chaque séquence du lab, on va aller chercher des compétences supplémentaires via des appels à manifestation d'intérêt, voilà, pour compléter ce qu'on n'a pas entre les 3 écoles partenaires du lab. Et donc, cette année, on a lancé les appels à manifestation d'intérêt, l'un sur les aspects sociologie, sciences humaines et sociales, sur lesquels voilà, on manque un peu de compétences dans les équipes impliquées dans le lab et qui pourtant sont des choses très importantes pour mieux comprendre l'usage des quartiers. Et puis aussi un appel à manifestation d'intérêt sur l'intelligence artificielle, la question des big data et des blockchains. Et parce que là aussi, on a besoin de compétences supplémentaires, de renforcer plutôt nos compétences d'ingénieurs avec aussi des compétences mathématiques, informatiques, etc. Il y a eu 6 projets sélectionnés, 3 dans chaque AMI, et moi je vais vous parler un tout petit peu plus du projet qui est sélectionné sur l'intelligence artificielle et l'énergétique des bâtiments et qui va être réalisé par l'Université de Bordeaux. Voilà, et donc il s'appelle le projet PINS. Donc c'est une collaboration avec l'équipe de Laurent Morat à Bordeaux. L'objectif, c'est l'estimation de la performance globale d'un bâtiment, donc vraiment orienté sur ces enjeux de rénovation qui sont aussi bien présents dans notre équipe, avec presque un côté un peu plus amont, vraiment sur la caractérisation de l'existant. Avec un problème qui est aujourd'hui que soit on a des outils qui sont très détaillés, donc nos modèles physiques, typiquement la simulation thermique dynamique, avec beaucoup de paramètres qui sont des méthodes très précises, mais très coûteuses en temps et aussi en expertise, ou vous avez des modèles qui sont aujourd'hui beaucoup plus utilisés pour les diagnostics, qui vont être les modèles d'ajustement, mais là, qui vont être très simples. On va faire voilà, quelques mesures et puis élaborer un modèle d'ajustement très simplifié pour représenter le bâtiment et sa consommation d'énergie, mais qui sont du coup où on perd la base physique et qui sont donc avec une application assez limitée. Et l'Université de Bordeaux nous propose une proposition voilà, entre les deux pour utiliser les modèles physiques, mais en intégrant de l'intelligence artificielle dedans pour qu'ils soient plus adaptés à ces phases amont où on n'a pas beaucoup de données et où on doit aller très vite. Alors ça nous intéresse beaucoup cette proposition parce que par rapport à ce que Patrick vient vous présenter, c'est une façon différente d'utiliser l'intelligence artificielle. Nous, on utilise notre modèle physique et sur la base de ce modèle physique, on entraîne des métamodèles. La proposition de l'Université de Bordeaux, c'est de dire non, on va rentrer à l'intérieur du modèle physique et on va mettre de l'intelligence artificielle juste là où il y en a besoin. Donc par exemple pour remplacer une sous-fonction du modèle ou pour estimer un paramètre qui est méconnu sur la base de quelques mesures. Donc, alors, je ne vais pas vous donner de résultats parce que ça commence tout juste. Mais il y a plein de questions de recherche qui sont associées à ce développement. Quelles contraintes, quels paramètres, et puis aussi des questions qu'on se pose de la même manière de notre côté. Comment assurer la fiabilité et la robustesse des résultats obtenus. Donc je vous invite à suivre les actualités du lab et j'espère que l'année prochaine ou dans 1 an et demi, on aura des résultats très intéressants à vous présenter sur ce projet. Merci beaucoup à tous les 4. On peut les applaudir. On a les écrans timer qui clignotent en rouge, donc on n'a absolument pas le temps de prendre une question, sauf vraiment s'il y a une question. Bon,
c'était pas très engageant la façon de proposer. Il y a une main qui se lève tout au fond de la salle là-bas. Peut-être. Oui. C'est le micro rouge. Ce sera la question de la séance. Je vous annonce quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il y aura une pause à l'issue de la présentation d'après. Pause pendant laquelle vous pourrez poser plein de questions. Et le temps que le micro monte, je vais quand même poser une question aussi. Peut-être à Mustapha sur ce que tu présentes sur justement les opportunités sur le pilotage énergétique des bâtiments ou sur le pilotage des bâtiments. Pour l'instant, il y a beaucoup d'ambition, mais il y a peut-être quand même des limites opérationnelles à tout ça. Oui, il y a des limites opérationnelles à tout ça, et puis déjà les limites physiques, déjà, la réalité concrète, on parlait tout à l'heure des modélisations, l'IA peut prédire des choses qui sont assez exotiques quand on ne fait pas attention. Et puis, de manière très concrète, il y a également, nous on occupe les espaces, et donc nos occupants ont des attentes, et en fonction des occupants, vous n'allez pas avoir les mêmes attentes. Je peux vous donner juste un exemple pour conclure. On avait un client, un bureau qui était occupé par des avocats parisiens. Sachez que les avocats parisiens aiment bien avoir chaud. Voilà, pour vous donner une idée. Oui, bonjour. Présentez-vous. Une question par rapport à le temps de calcul de votre modèle physique énergétique. Est-ce que ça tourne en combien de temps à peu près, un modèle physique pour une simulation ? Alors, j'allais dire ça dépend. Si on fait un modèle monozone, donc une seule zone thermique pour un bâtiment, ce qui est vraiment une approche très simplifiée, on a besoin d'une seconde pour faire une prédiction d'un besoin de chauffage annuel. Mais quand on va travailler sur des bâtiments de logement ou des bâtiments tertiaires, une seule zone, ça fait des mauvaises prédictions. Donc il faut aller plutôt vers plusieurs zones, voire quelques dizaines de zones. Et à ce moment-là, on peut atteindre, pour les plus grands projets, on peut atteindre quelques minutes. C'est les modèles physiques, c'est des modèles plutôt linéaires ou bien en termes d'équations, c'est plus... Est-ce qu'il y a des non-linéarités dans les termes de l'équation physique que vous résolvez ? Alors, c'est des modèles en volume fini monodimensionnel, hein, si on veut parler de technique. Donc, on va appliquer l'équation de l'énergie sur chaque maille. Donc, on découpe les murs en 3 volumes. On a un volume qui représente l'ambiance. Et ensuite, donc, on applique l'équation de l'énergie pour chaque maille et on fait une résolution des équations différentielles de ce modèle. Okay. Merci. Merci beaucoup, merci à tous les 4. Je pense qu'on peut les applaudir à nouveau. C'était très clair et ça montre bien l'état d'esprit des différentes présentations qu'on veut vous faire aujourd'hui. Pour la séquence qui vient, j'appelle Bruno Donnet, que je vois dans le coin, il surveille le café, et Arnaque Dalalian. Donc Bruno Donnet, il va nous présenter le parcours IA de Léonard, avec une ouverture sur le partenariat iParis. Et puis Arnaque Dalalian, que je remercie chaleureusement pour se joindre à nous, est le directeur du CREST. Alors le CREST, c'est le centre de recherche en économie et statistique. Et donc il nous présentera à la fois ce que c'est que le CREST, mais surtout ce que c'est que iParis, et puis quelques pistes sur le futur des recherches sur l'IA. Donc Bruno, c'est à toi. On va essayer de tenir les délais. Tu me dis 15 minutes, c'est ça? Parce que je parle trop. Tu veux que je tienne les délais? C'est pas du tout contre toi. Tac. Ok, bonjour, je m'appelle Bruno Donnet, je suis responsable du développement de l'IA à Léonard. Et j'aide l'ensemble des entités du groupe à développer des projets pourvu qu'ils soient impactants et rentables pour le groupe. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on fonctionne. On a été très rapidement persuadé que l'IA ne pouvait se développer que si on avait une forte expertise sur le terrain, et notamment des gens qui connaissent bien leur métier, qui sont capables de nous expliquer les problèmes qu'ils ont réellement à résoudre. Ça s'est confirmé avec le temps.
et les 100 projets que moi j'ai vu passer dans mon programme, sans les personnes qui connaissent exactement leur métier et les problèmes à résoudre, on n'arrive pas à faire de l'IA. On a quelques exemples d'échecs à ce sujet-là. Et au final, la data et les algos en eux-mêmes ne sont pas vraiment le nerf de la guerre, même si c'est complexe. C'est pas ça qui fait que le sujet va réellement réussir. Donc, dès 2019, en fait, on s'est équipé d'un programme d'intelligence artificielle au sein du groupe. Et pour aller justement chercher les expertises et les compétences au sein du groupe, un des premiers piliers, une de ses premières missions, c'était d'expliquer la techno à l'ensemble de l'organisation. Donc expliquer ce que l'IA peut faire et l'IA ne peut pas faire, parce qu'il y a quand même beaucoup de mystique autour de cette technologie-là. Et une fois qu'on a trouvé un problème à résoudre, on peut passer sur le développement du projet. Ça, c'est le deuxième axe du programme, qui est d'apporter un soutien aux entreprises pour développer leur sujet d'intelligence artificielle. Ça veut dire, ici, chez Léonard, s'équiper d'une cellule d'experts, entre guillemets, donc des data scientists, qu'on va mettre à disposition des entreprises dans l'objectif de développer dans les entreprises les sujets d'intelligence artificielle. Et le troisième pilier, finalement, de ce programme, c'est la communauté, parce que c'est une technologie un petit peu nouvelle pour nous en 2019, ça l'est un petit peu moins, mais on était un petit peu seul en 2019, 2020, 2021 quand on développait des sujets, et c'était très important de connecter les experts pour qu'ils puissent échanger entre eux des données ou parler de leurs problèmes techniques. Ça se matérialise de cette façon, ce programme-là, c'est un programme qui va durer 7 mois. Dans un premier temps, on passe à peu près 3 mois avec des entreprises afin de trouver les meilleurs sujets à développer. Et surtout, on fait 2 choses qui sont extrêmement importantes. On fait un assessment technique, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de résoudre techniquement ce sujet-là en 6 mois de temps, dans l'objectif de mettre sur le marché un projet. Donc la technique est très importante. On n'aura pas le temps dans ce parcours-là de faire de la recherche. On va en revanche se baser sur tout ce qui existe à l'état de l'art, pour l'implémenter au maximum de ce qu'on est capable de faire, pour le mettre très rapidement sur le marché. Et quel type de projet on va développer? C'est la deuxième partie qui est extrêmement importante, c'est l'assessment business. On ne fait pas de grand plan de transformation du groupe avec de l'IA. On fait une transformation pourvu que l'IA nous apporte finalement une certaine rentabilité. Et c'est ça finalement qui est le cœur de notre système. Une existence d'une technologie et surtout une réalité business. Est-ce qu'on est capable de faire une start-up du sujet qu'on va développer et est-ce qu'on est capable d'aller le mettre sur le marché derrière? C'est ça qui va un peu nous piloter tout au long de notre développement des projets. Et ensuite, un peu plus classique, on a 2 phases. Une première phase de POC où effectivement on passe 2 mois avec les entités dans l'objectif de les faire monter eux en compétences. Donc pour développer ce sujet très simple, moi j'ai des data scientists au sein de Léonard, et j'impose aux entreprises qui ont des sujets de me détacher quelqu'un. Et pendant ces 7 mois-là, cette personne qui aura été détachée de l'entreprise va monter en compétences dans l'objectif, in fine, que moi, je détache ensuite les développements et que je les relâche dans l'entité. On n'est pas ici pour centraliser les développements, on est bien ici pour, au contraire, décentraliser et faire monter en compétences l'ensemble du réseau. Et c'est comme ça que, petit à petit, on va réussir à être suffisamment fort sur cette technologie-là. Donc une personne détachée de l'entreprise, une personne détachée de Léonard, ça fait 2 personnes à minima qui vont développer un sujet pendant 7 mois. Une première phase de POC pour vraiment être sûr qu'on a eu raison de se lancer sur ce sujet-là. Et en décembre, le management de Vinci et les opérationnels qui décident si effectivement ça vaut vraiment le coup en termes business ou en termes techniques de continuer les développements. Si on a un go live en fin décembre, on est parti sur 5 mois de développement dans l'objectif cette fois-ci de sortir le sujet. Parce que fin juin, on le relâche au niveau de l'entreprise. Et vous avez vu que sur 7 mois, on est obligé de mettre le paquet pour développer le sujet, ce qui fait que les personnes qui sont détachées des entités sont capables de prétendre à la certification de Télécom Paris d'ingénieur IA, qui est un équivalent Master 2 Data Science. Donc c'est extrêmement intense, le parcours de formation qu'on leur donne, c'est extrêmement intense, mais c'est la seule façon, à notre sens, que le sujet continue à vivre dans les entités. On a l'habitude de classer les sujets selon 4 grands piliers chez Vinci. On fait beaucoup de conception. Et donc là, c'est important de marquer que c'est Computer Assisted Design. En gros, on sait faire du design, mais on va demander à un ordinateur de nous aider. Donc c'est là qu'intervient l'IA. Parce que si on ne demandait pas un ordinateur, on n'aurait pas d'IA. Prédiction, pareil, on demande à un ordinateur de nous
prédire des valeurs, de nous prédire des informations. C'est là qu'on est obligé de mettre de l'IA. On fait de la détection pour améliorer les opérations sur le site, et vous verrez quelques exemples. Et le dernier, bon, c'est les LLM, qu'on classe un peu dans une partie analyse, puisqu'on les utilise majoritairement pour tout ce qui est analyse documentaire et production documentaire. Qu'est-ce qu'on fait au sein du groupe en conception? Eh bien, tout simplement, on fait ce qu'on sait déjà faire, nous, en tant qu'opérationnel. On conçoit des fondations où on renforce du sol. Ça fait, vous connaissez tous Vinci Construction, on est une entreprise rentable. En revanche, on sait qu'on est capable d'optimiser un peu plus nos appels d'offres par rapport à ce qu'on est capable de faire. On a un temps limité pour répondre à un appel d'offres, donc on fait notre maximum. On est compliant vis-à-vis de la réglementation, on est compliant vis-à-vis des contrats. Par contre, on ne propose pas forcément la meilleure solution, qui est l'ultime optimisation de ce qu'on pourrait proposer si on y passait un an à étudier le sujet. Et donc, c'est là que, finalement, l'IA nous intéresse. En gros, on se pose la question, pour soutenir ce bâtiment, est-ce que je vais mettre 4 pieux? Est-ce que je vais en mettre 3? Quelle largeur je vais mettre? Est-ce que je vais mettre un type d'acier, un autre type d'acier? Quel type de béton je vais couler? Est-ce qu'il est bas carbone, ultra bas carbone ou simplement béton classique? Et bien, tous ces algorithmes-là, toutes ces contraintes-là, on va les ingérer dans l'algorithme pour ensuite demander 3 fonctions de coût. Soit on veut le projet qui soit le moins cher possible, dans ce cas-là, on va avoir une solution. Soit on veut le projet qui soit le moins impactant sur l'environnement, et dans ce cas-là, on aura une autre solution. Ou alors, on veut le projet qui soit le plus rapide possible à exécuter sur site. Et dans ce cas-là, on va ajouter d'autres contraintes qui sont les types de machines qu'on va utiliser, les types de pieux qu'on est capable de couler, la logistique sur le site, etc., etc. Et en fonction de ces 3 critères-là, on va avoir une solution et ça nous permet d'être beaucoup plus pertinent pour le client. Ce sujet-là, depuis avant-hier, il est scalé dans toute l'organisation, en tout Ménard. Donc il y a 3000 personnes qui ont accès depuis 2 jours à l'ensemble de ce système de modélisation. Donc c'est plutôt un succès. Il nous a fallu quand même 2 ans pour arriver à ce niveau-là. On a développé la techno, au bout d'1 an, c'était mature, mais ensuite pour le porter à l'échelle d'une organisation, c'est un tout petit peu plus compliqué et ça demande du temps. Deuxième sujet, on est capable d'optimiser le routing des maintenances qu'on a réalisées sur un pays entier. Typiquement ici, on a un client chez Omexom en Nouvelle-Zélande qui nous demande de faire de la maintenance sur ses infrastructures de gaz. Dans le contrat, on doit réaliser des opérations 1 fois par mois, 2 fois par semaine, 3 fois par an, 4 fois tous les X fois qu'apparaît un problème. Donc finalement, c'est un problème d'optimisation sous contrainte. On a 10 personnes, on doit les envoyer dans tout le pays. Comment est-ce qu'on est capable de réaliser finalement l'ensemble de nos opérations en optimisant évidemment le déplacement de nos personnes pour qu'il n'ait pas à faire des allers-retours entre un point A et un point B. Donc on minimise dans un premier temps les circulations, on minimise l'impact sur l'environnement et en même temps on maximise le nombre de jobs qu'on est capable de réaliser dans l'année, dans le mois ou dans la semaine. Ce sujet-là, on l'a aussi déployé sur l'Île-de-France, on comprend mieux, c'est très contraint, on fait à peu près 1000 opérations par jour avec une centaine de personnes. À chaque fois qu'une personne est coincée dans un embouteillage, comment est-ce qu'on est capable de réarranger finalement le planning au quotidien dans les 10 minutes pour qu'on n'ait pas de pénalité à la fin de la journée parce qu'on n'a pas réalisé une ou 2 opérations. Donc là, on voit bien que c'est très critique sur certains sujets. Et là où on avait besoin de mettre plus de 30 personnes sous stress parce qu'il fallait systématiquement sortir les bons plannings au bon moment, là, ces 30 personnes maintenant travaillent dans des conditions un peu plus acceptables. Ça reste compliqué parce qu'il faut quand même sortir tous les jours des plannings et c'est complexe. Mais au moins, ils peuvent se baser sur une première proposition d'un algorithme et ensuite venir l'optimiser. Ce sujet-là, on en a fait ce truc-là, on en a fait un projet qui est scalé sur des entreprises de Vinci Énergie. L'objectif, ce serait d'aller le commercialiser derrière. Enfin, dernier sujet, eh bien, on vient optimiser la consommation d'électricité dans les stations d'épuration. Ça paraît bête, mais dans les stations d'épuration, afin d'activer une réaction chimique, on injecte énormément d'air, puisque l'oxygène va être le trigger finalement d'une réaction chimique. Activer des surpresseurs, ça demande énormément de consommation d'électrique. Or, nous, lorsqu'on vend une station d'épuration, on le vend à prix fixe, quel que soit le prix d'évolution, l'évolution du prix de l'électricité.
Donc une fois qu'on a vendu notre station et qu'on l'opère, on a tout intérêt à piloter au plus juste finalement la consommation de nos surpresseurs. Et on vient ici mettre des stratégies où on vient prédire, entre guillemets, la pollution qui arrive en amont de notre station d'épuration. On prédit le type de réaction chimique qu'il va y avoir dans les décanteurs et on prédit la propreté de l'eau qui va sortir. Et au milieu, on vient jouer des centaines et des centaines de scénarios pour trouver les meilleurs paramètres à activer pour nos surpresseurs et rester finalement dans les clous de notre contrat électrique. Ce sujet-là, on en a fait dans un premier temps une offre. Ce sera peut-être une nouvelle entreprise qui ira commercialiser sur le marché ce type d'application. Donc vous voyez finalement, à partir de là, on n'a rien réinventé, on n'a pas du tout réinventé nos métiers, on n'a pas du tout réinventé des nouvelles choses. Par contre, on optimise réellement nos façons de faire. Et comme le marché est mature, on est capable d'aller les commercialiser. En termes de prédiction, vous l'avez vu, on est capable de prédire des évolutions de température, prédire des évolutions thermiques au sein de bâtiments et donc potentiellement d'activer ou de désactiver certains éléments dans du bâtiment, type clim ou chauffage. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous en avez vu suffisamment. On est capable, à partir des données de température dans nos éoliennes qui sont offshore, de prédire à partir de quand ils vont tomber en panne. Le problème de ces petits bêtes-là, c'est que ça fait 300 mètres de haut, donc quand ça tombe en panne, vous devez louer un bateau qui va venir sur site, avec une grue de 300 mètres qui va venir lever un générateur de 5 tonnes. Donc vous n'avez pas énormément de bateaux qui sont capables de faire ça. En général, c'est un bateau mutualisé pour 200 à 300 éoliennes. Si vous en avez un paquet qui tombe en panne quasiment au même moment, c'est-à-dire dans le mois, vous êtes sûr que vous allez rater votre créneau et donc vous allez avoir des pertes de productivité. Notre objectif, ce n'est pas d'éviter la maintenance, parce que de toute manière, il va falloir la faire. En revanche, c'est d'être sûr que lorsque arrive l'incident, le bateau est là et instantanément, on change le générateur. Comme ça, on maximise la productivité, la production. Ce sujet-là, on l'a aussi étendu, c'est le même type d'algorithme. Pour ceux qui viennent de Bordeaux, vous allez repartir à Bordeaux. La maintenance de cette ligne TGV entre Tours et Bordeaux, elle est basée sur la data. Et toute l'optimisation de la maintenance est réalisée depuis 2 ans sur les données que nous donnent finalement nos modèles. Et on atteint une très grosse performance sur ce système-là. Depuis qu'on a implémenté le système avec nos modèles d'intelligence artificielle, on dégrade de moins de 50% finalement la voie. Donc c'est plutôt des très bons résultats à l'heure actuelle. En termes de détection, cette fois-ci, on vient utiliser des caméras ou des données satellites pour faire un certain type d'opération. On vient, par exemple, monitorer la dégradation des talus à côté des autoroutes. Lorsque vous voyagez sur les autoroutes, vous avez souvent des petites montagnes, ça s'appelle des talus. En fonction des conditions météorologiques, certains talus peuvent potentiellement bouger. Et en utilisant des données radar, ou même des imageries satellitaires, on est capable de prédire la variation de ces sols-là. Donc sur des grandes infrastructures, c'est utile parce que en un shot de capture satellitaire, on est capable de voir l'évolution de la dégradation d'une grande infrastructure autoroutière. Et en utilisant avantageusement ce genre de système, on est aussi capable de prédire le taux de croissance de nos végétaux à côté d'une infrastructure critique, comme les lignes à haute tension par exemple, pour prédire à partir de quand ils vont arriver suffisamment proches de notre installation pour créer un arc électrique et du coup mettre le feu à la végétation. Et donc le but du jeu, c'est de savoir à partir de quand on va devoir couper finalement cette végétation-là. Dernière slide, vous allez me dire, mais que fait du coup le partenariat académique dans cette histoire-là? Eh bien, c'est parce qu'on a ce partenariat qu'on a pu aussi prendre cette dimension, tout simplement parce qu'avec iParis, on est en connexion avec pas mal d'universités de très haut niveau, de type IX, HEC, Télécom, Paris-Orsay, l'École des Ponts, etc. Donc c'est beaucoup d'étudiants, vous en voyez ici 25 qui ont été détachés sur le développement de nos projets l'année dernière. Donc c'est un flux d'étudiants qui nous permet, nous, de faire beaucoup plus d'opérations. Ça nous permet aussi de sélectionner des candidats à des futurs postes qu'on va aller ouvrir dans l'organisation. Grâce à ce partenariat, on fait aussi beaucoup de meet-up entre des professeurs et les problèmes qu'on rencontre sur nos sujets pour essayer de débloquer finalement certains aspects techniques. Des hackathons. Tous les ans, on propose des sujets et typiquement l'année dernière, c'est un sujet sur la prédiction des fuites dans les canalisations, ce qui est assez important à l'heure actuelle, notamment l'optimisation des ressources primaires. Donc on est capable aussi de proposer des sujets sur lesquels on va faire travailler des étudiants du Master 2 Data Science for Business.
Et enfin, un point très important, les Summer School, où on détache finalement cette communauté de data scientists internes sur une semaine, finalement, qui sont... Enfin, cette semaine-là est de très haut niveau. Et donc, ça nous permet d'assurer une formation continue au sein de notre organisation. Et je te passe la parole. Merci Bruno. Donc je commence par me présenter. Voilà, donc, je suis Arnaque Derdalian, professeur à l'ENSAE Paris, directeur du centre de recherche en économie et en statistique, et aussi membre du comité scientifique de iParis. Et c'est à ce titre-là que je suis là aujourd'hui pour vous présenter un peu ce que c'est le centre iParis et quelles sont les principales activités de ce centre. Donc Bruno m'a déjà facilité un peu la tâche parce qu'il a présenté quelques axes importants. Donc je vais commencer par vous présenter un peu l'histoire qui est relativement récente du centre iParis. Ça a été créé il y a environ 5 ans par un partenariat entre l'Institut Polytechnique de Paris et HEC. Je me rappelle très bien, c'était en pleine période Covid où Eric Mouline, qui est professeur à l'école polytechnique, m'a appelé en me disant on veut créer ce centre interdisciplinaire, on veut mettre en commun les forces qu'on a en recherche sur l'IA entre les 5 écoles à l'époque d'IP Paris. Ça a été rejoint ensuite par l'école des Ponts et HEC. Et l'idée, c'était d'avoir un centre dans lequel on fait de la recherche de très haut niveau. La collaboration permettrait alors d'avancer beaucoup plus vite sur les questions de recherche. Très vite, on a pu bénéficier du soutien de 5 grandes entreprises du CAC 40, donc L'Oréal, Capgemini, Total Energy, Kering et Rexel. Et peu après, en 2021, INRIA, qui est un centre qui se trouve sur le plateau de Saclay, juste à côté de nos écoles, nous a rejoints. C'était très important pour nous parce qu'à l'INRIA, il y avait des forces très importantes en IA et la collaboration se passait toujours très bien et ça se passe très bien maintenant. Peu après, 2 ans après la création du centre, on a été très heureux de pouvoir compter parmi les mécènes de Centre iParis, Vinci et Schneider Electric. Donc maintenant, on a les 7 mécènes et en plus de ça, on a pu obtenir des financements, des soutiens financiers d'une part de la part de la région Île-de-France, mais aussi en passant par les différents AMI. Le succès peut-être le plus notable depuis la création, ça a été qu'en 2024, quand l'appel à projet IA Cluster a été lancé, nous, on a candidaté dans la catégorie Cluster mondial. C'était pas du tout évident parce qu'il y a beaucoup d'autres centres de l'IA au niveau national qui sont vraiment très très forts. Et on a été très heureux de savoir qu'en fait on a été sélectionné parmi les 2 centres qui sont des clusters IA au niveau mondial. Et donc ça nous a permis d'obtenir 70 millions d'euros pour 5 ans pour pouvoir développer notre activité sur les 4 axes que j'ai mentionnés ici. La recherche, bien entendu, et je suis là pour représenter un peu l'axe recherche, l'innovation, l'éducation et les rapports avec la société. Donc en matière de la recherche, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un centre interdisciplinaire qui comprend à peu près 227 enseignants-chercheurs et chercheurs qui travaillent sur l'IA au sens assez réduit au final, parce qu'on a voulu sélectionner des problématiques qui sont vraiment de l'IA au sens assez strict. Si on comptait des gens qui faisaient de l'économie en utilisant, par exemple, de la régression linéaire ou des méthodes plus simples de la data, ce serait au moins le triple de ce nombre-là. Là, on a vraiment sélectionné les personnes qui sont en train de créateurs des outils de l'IA ou des utilisateurs des outils de l'IA relativement avancés. Donc, on est très fiers de dire que, là, les slides que je vous présente, c'est des chiffres qui sont avant les vacances d'été. Donc, les chiffres sont un peu actualisés maintenant. Au lieu d'avoir 14 ERC, on en a maintenant 16. ERC, c'est des financements européens qui sont très compétitifs. Et en général, le chercheur qui a un ERC a plus de 1,5 million d'euros pour développer ses activités de recherche pendant 5 ans. Et si on compte les articles publiés par les chercheurs de ce centre, uniquement des articles qui sont publiés dans des revues et des conférences très prestigieuses de l'IA comme NeurIPS, ICML ou autres,
c'est à peu près 430 articles par an. Bon, je vais passer un peu vite sur ce slide, c'est juste pour vous dire que, en fait, on a ce centre, le centre s'est transformé un petit peu après l'obtention du financement de l'IA Cluster. Et entre-temps, on a eu l'école des ponts et le CNRS qui ont rejoint le centre et qui ont renforcé nos forces, que ce soit au niveau de la recherche ou de l'enseignement et de l'innovation. Oui, peut-être juste un mot, pardon. Pour reculer, c'est peut-être juste un mot, je ne vais pas trop parler de nos programmes d'enseignement et de formation, mais on a des ambitions qui sont très importantes, et en particulier ce que vous voyez ici, c'est qu'on ambitionne de former 10 fois plus d'étudiants à l'IA d'ici 2030. Bon, pour parler de la recherche, comme j'ai dit, il y a une définition de l'IA qui a été donnée par les orateurs précédents, avec laquelle je suis parfaitement d'accord. Au niveau d'IP Paris, compte tenu l'ADN en matière de la recherche qu'il y a dans nos écoles, l'IA est organisée autour d'un socle qui sont les mathématiques de l'IA. Et je suis moi-même en fait mathématicien de formation, donc je représente un petit peu ce socle de l'IA. Mais en fait, tout autour, il y a des 6 thématiques très importantes sur lesquelles on a des forces et sur lesquelles on se développe de manière très active. Je ne vais pas les nommer toutes maintenant, mais on a des équipes qui travaillent activement sur tout ce qui est les modèles de fondation et l'IA générative. On travaille sur la fiabilité et la frugalité de l'IA. Comment faire pour que mathématiquement et statistiquement, on puisse assurer que les résultats de l'IA ont une certaine fiabilité? Comment faire pour accélérer et réduire la consommation en calcul des algorithmes de l'IA? Donc ça, ce sont vraiment des axes sur lesquels on investit beaucoup. Il y a également tous les aspects IA pour la société, IA pour l'économie, IA pour la science et l'ingénierie, donc l'IA pour la biologie, l'IA pour la physique. Donc sur tous ces aspects-là, on a des équipes dédiées. Quelques mots sur les différentes actions qu'on est en train de mener au sein d'AIParis pour justement d'insuffler une dynamique nouvelle dans les activités de l'IA et pour rendre le centre plus fort et plus visible au niveau international. Donc, grâce au financement qu'on a pu obtenir, une des actions centrales, c'était le recrutement de nouveaux chercheurs sur des thématiques de l'IA sur lesquelles on pensait qu'il y avait besoin de se renforcer un petit peu. Et le nombre est assez conséquent. On a recruté 35 nouveaux professeurs ou chercheurs en IA en seulement quelques années. Et je fais partie souvent des comités de recrutement pour ces professeurs. C'est des niveaux vraiment très, très, très élevés. Il faut dire que dans la gouvernance du centre AIParis, il y a un comité international scientifique qui est composé des chercheurs de renommée internationale comme Michael Jordan, par exemple, de l'université de Berkeley. Et chaque recrutement est fait initialement par l'établissement qui recrute, mais ensuite, il y a une évaluation par ce comité international scientifique. Et je peux vous assurer que ce comité regarde de très près les profils et les profils recrutés sont vraiment de niveau exceptionnel. On a aussi réussi à lancer des chaires internes. Les chaires internes, ce sont des financements qui sont octroyés à des chercheurs qui sont très actifs, un peu comme les ERC, mais un peu plus petits. Donc il y a un projet de recherche qui est soumis, il y a une évaluation très, très détaillée des projets. Et en fait, ces chaires internes nous permettent notamment de faire face à la fuite des chercheurs du monde académique vers le monde industriel. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait constaté depuis à peu près l'année 2015. On avait beaucoup de nos collègues. Moi-même, en fait, je me rappelle, en 2014, j'avais convaincu Marco Cuturi de revenir en France pour prendre un poste de professeur à l'INSAE. Et 4 ans après, il a quitté l'INSAE pour rejoindre Google Brain et ensuite pour diriger l'équipe d'intelligence artificielle d'Apple. Donc, c'est quelque chose qui est très bien. On n'a rien contre ça, mais on aimerait aussi que ça ne devienne pas
quelque chose de constant et que ça ne simplifie pas et qu'on puisse garder nos chercheurs dans nos laboratoires académiques. Donc grâce à ces chaires internes, on a réussi à financer 29 chercheurs jusqu'à maintenant et on envisage d'en financer encore une quinzaine d'autres l'année prochaine. Une activité très importante pour un laboratoire de recherche, je le dis en tant que membre scientifique du comité en tant que membre du comité scientifique d'AIPARIS, mais je le dis également dans mon rôle de directeur du CREST. On fait de la recherche, on fait de l'enseignement, mais une part très importante de notre activité, c'est aussi de former de futurs chercheurs, de former des doctorants. Donc grâce à AIPARIS, on a pu financer 46 doctorants, et si on compte aussi les demi-financements, c'est à peu près 65 personnes qu'on a pu financer. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 65 doctorants qui font de l'IA au sein de l'Institut Polytechnique de Paris et de HEC. Il y a beaucoup d'autres financements qui sont aussi utilisés pour financer des doctorants en IA. Et notamment, rien qu'au CREST, on a 14 doctorants qui font des tests CIFRE, dont à peu près la moitié sur des sujets qui sont liés à l'IA, avec différentes entreprises françaises. On utilise aussi ces financements pour financer ce qu'on appelle des PhD tracks. Les PhD tracks, on peut dire c'est des bourses de master pour des étudiants à qui on garantit qu'une fois que le master obtenu, ils auront un financement de doctorat. Ça, c'est quelque chose qui est très utile pour fidéliser très tôt et pour pouvoir attirer les élèves qui sont intéressés par la recherche, pour qu'ils s'engagent directement sur une période de recherche 5 ans. Ils vont sortir avec un diplôme de doctorat et ils ne vont pas, pour la plupart, s'évaporer au bout de 2 ans pour aller travailler dans les banques ou dans d'autres industries. Bruno, il a déjà parlé des actions importantes qui sont, en mon sens, notre lien principal avec nos corporate donors, avec nos mécènes. Donc, je vais peut-être juste parler très rapidement des écoles d'été. Tous les ans, en juillet, début juillet, on organise une école d'été sur les thématiques de l'IA. Il y a des mini-cours qui sont enseignés dans ces écoles d'été. Ces écoles d'été sont ouvertes à tout le monde et on envoie une invitation à tous les groupes de nos sponsors. Moi-même, j'ai été co-organisateur de 2 écoles d'été de ce type-là. J'ai vu des personnes qui représentent les entreprises venir participer, être très, très contents, très satisfaits par ces écoles. Donc, c'est un peu aussi la publicité de ces écoles-là que je fais maintenant. On a les meet-up, Bruno en a parlé. Donc, les meet-up, c'est des petites sessions qu'on organise en fin de soirée qui regroupent des chercheurs académiques et des chercheurs du monde industriel sur des thématiques très, très précises. Par exemple, il y a eu des meet-ups sur l'IA et l'éthique, il y a eu des meet-ups sur la vision par ordinateur. En général, on essaye de faire venir des orateurs qui arrivent à vulgariser le sujet et de faire des présentations qui ne sont pas très techniques. Et on a des reading groups. Là, du coup, ça devient un peu plus technique. On a eu des reading groups pour décrire tout ce qui est transformer et les réseaux de neurones qui utilisent la notion d'attention. Donc, je pense que toutes ces actions-là nous permettent de renforcer les liens qu'il y a avec nos partenaires industriels. Il y a une forte participation de la part des chercheurs académiques et je pense qu'on peut s'améliorer encore plus sur ce point-là et avoir aussi un peu plus de monde qui participe du côté du monde industriel. Très rapidement, je voudrais finir par parler un petit peu de recherche pour présenter un sujet de thèse qui est en collaboration avec Vinci Concessions et Vinci Aéroports. Donc c'est une thèse qui se déroule à Télécom Paris. Le thésard, c'est Gabriel Gros. Le sujet de recherche, c'est l'optimisation énergétique des aéroports en utilisant le contrôle optimal et l'IA. Je ne vais pas rentrer dans les détails de description du sujet parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses dans les mots-clés qui sont en commun avec les projets qui ont été présentés précédemment. Il y a une spécificité visiblement qui est le fait que les aéroports sont des espaces très gros, il y a des activités très variées.
Donc il faut tenir compte de ces spécificités-là quand on désigne des systèmes de chauffage, des systèmes de refroidissement. Et ce qui est important à mon sens, c'est que ce genre de sujet de recherche fait appel à des piliers très importants de l'intelligence artificielle qui sont d'une part la modélisation, la formalisation en termes de problèmes scientifiques qui permet ensuite d'utiliser toute la littérature scientifique qui existe sur les sujets. Il y a l'aspect optimisation qui intervient. Et l'optimisation pour le machine learning, maintenant, c'est un sujet en pleine expansion parce que les méthodes traditionnelles ont besoin d'être revisitées. Il y a tous les sujets autour de l'optimisation stochastique parce qu'on ne connaît pas exactement quelle est la fonction de coût. On observe cette fonction-là avec des erreurs. Il y a l'optimisation fédérée parce que souvent les données sont distribuées. On a besoin d'utiliser en fait ces distributions pour mieux optimiser. Et bien entendu, après l'optimisation, on arrive aussi à l'étape statistique où il faut essayer de mesurer l'incertitude qu'il y a au départ dans les données et qu'il y a aussi dans les sorties des algorithmes d'apprentissage. D'accord ? Donc, tous ces aspects-là ensemble constituent un tout. Et quelqu'un qui fait une thèse chiffre, c'est une personne qui fait le lien entre le monde académique et l'entreprise parce que nous, dans le monde académique, moi, je n'étais pas du tout informé de ces problèmes très concrets de climatisation, de chauffage des aéroports et je ne maîtrise pas du tout les détails techniques. Le thésard qui passe 2 jours par semaine dans le laboratoire de recherche, 3 jours par semaine dans l'entreprise, il connaît le métier, il apprend toutes ces spécificités-là et une fois qu'il est dans le laboratoire, il y a des personnes qui sont très compétents sur les aspects optimisation, d'autres qui sont très compétents sur l'aspect statistique, d'autres qui font peut-être de l'apprentissage par renforcement. Et tout ça, ça contribue à faire avancer sur ces projets de recherche de manière très efficace. Je m'arrête là, mon temps s'est écoulé. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. C'était assez clair, mais est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Sinon, moi, j'en aurais peut-être une pour Bruno. Bruno, tu nous as montré des exemples. Ça représente combien de cas d'usage chez Vinci et depuis combien de temps ? Alors, qui sont passés via le programme d'incubation Léonard, c'est 100 projets à peu près. Et on a commencé ce parcours-là en 2019. Donc, ça fait maintenant 6... Enfin, la première promotion, c'est 2020. Donc presque 6 ans. Mais on considère que chez Vinci, il y a à peu près 300 cas d'usage qui ont été développés. La particularité, c'est que comme on est décentralisé, effectivement, tout le monde peut développer dans son coin. Nous, on propose un parcours de formation et de développement qui assure une mise en production. Et une question pour Arnac, ces grands clusters autour de l'intelligence artificielle. Donc on a vu qu'en France, il y en avait 2 principaux, donc iParis et Prairie. J'imagine qu'il y a des interfaces entre les deux, vous discutez entre chercheurs, j'imagine. Oui, il y a beaucoup d'interactions entre les différents centres interdisciplinaires sur les thématiques de l'IA. Sur un des slides que j'ai montré, je n'ai pas détaillé, mais c'était marqué qu'on a pu bénéficier du soutien de la région Île-de-France, notamment pour financer des thèses sur les sujets de l'IA. Et bon, c'est pas la seule interaction qu'on a, mais cette interaction-là est très importante parce que le principe de base est que la thèse doit être co-dirigée par un chercheur d'un centre et un autre chercheur d'un autre centre, en fait, typiquement. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir à nouveau. Alors pour se remettre de toutes ces équations que vous avez déjà pu voir, il y a une pause café qu'on vous propose juste ici. Après la pause, je vous annonce une première mondiale. On va avoir une présentation sur l'intelligence artificielle appliquée à la biodiversité par Patrick Stella. Et vraiment, ça vaut le détour. Et puis après, bien sûr, les questions de mobilité, comment faire pour optimiser le covoiturage ou installer des bornes de véhicules électriques. Donc ça va être des présentations hyper intéressantes également. Et puis on aura bien sûr Pierre Enjolras qui doit se joindre à nous là dans les minutes qui viennent. Merci beaucoup, à tout de suite. Pardon, c'est 20 minutes max la pause. Hein. On reprend à... Non, même pas 20 minutes, on reprend à 45, donc 16 minutes.
Merci à tous.